L'exploitation de richesses naturelles au Saguenay-Lac-Saint-Jean connaît des jours difficiles. Mireille Jean portera les couleurs du Parti québécois à l'élection du 11 avril. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce web journal du mardi 15 mars 2016. Audrey Deschênes, 36 ans, a perdu la vie ce matin lorsqu'un véhicule roulant à sens inverse a frappé de plein fouet sa voiture sur le boulevard de l'Université dans l'arrondissement de Chicoutimi. Pour sa part, la conductrice a subi de graves blessures, mais on ne craindrait pas pour sa vie. C'est le troisième accident mortel à survenir en moins de 8 jours sur les routes de Saguenay. Une femme de la quarantaine a été retrouvée inconsciente hier soir dans son logement à Jonquière. Son décès a ensuite été constaté à l'hôpital. Le jeune âge de la dame a poussé la sécurité publique de Saguenay à ouvrir une enquête. Ce décès n'est toutefois pas traité comme une mort suspecte. La femme d'affaires Mireille Jean portera les couleurs du Parti québécois lors de l'élection partielle du 11 avril dans la circonscription de Chicoutimi. Mme Jean a obtenu 66 % des voix lors de l'assemblée d'investiture tenue hier soir. Le reportage de Raphaël Beaumont-Drouin. Mme Mireille Jean, 66,19 % des votes. Mme Jean est élue candidate du Parti québécois dans Chicoutimi. C'est dans une salle pleine à craquer que Mireille Jean a triomphé face à ses concurrents, le pompier Mario Gagnon et la bloquiste Élise Gauthier. 5 mois après le départ du député Stéphane Bédard, Mme Jean s'est dite confiante de pouvoir prendre les rênes du PQ dans Chicoutimi. Le Parti québécois est encore d'une grande vitalité et qu'avec une telle vitalité, c'est certain qu'on va garder le comté et qu'on va gagner le 11 avril prochain. Grâce à vous tous. Ex-candidate à la mairie de Saguenay en 2005, la femme d'affaires a récolté le 2/3 des voix au sein des militants. Ses opposants des faits se sont montrés humbles, mais solidaires. Mais ce n'est pas une défaite pour moi. Au contraire, ça va être constructif. Je vais aider la personne qui a été élue en place. Je vais aider le Parti québécois. Je vais aider nos députés. Puis je vais continuer à travailler pour le parti. On a un comté à gagner. Il ne sera peut-être pas si facile que ça, mais on va le gagner. Merci. D'illustres membres du Parti québécois ont fait acte de présence, notamment le député Sylvain Gaudreault et celui qui cédait sa place, Stéphane Bédard. Le comté Chicoutimi est un comté fier et je pense qu'elle va bien l'incarner. Donc, il va être là pour l'aider, comme Jeanne, comme Marc-André. On est une belle famille, finalement, le Parti québécois. On a des convictions profondes, puis Mireille incarne bien ces convictions-là. Le fait que ce soit une femme aussi, je pense que pour nous, c'est une fierté. Même si l'heure est aux célébrations, Mme Jean et le PQ devront se concentrer sur le prochain objectif qui est de remporter les élections partielles du 11 avril. Rappelons que Chicoutimi est un bastion péquiste depuis 1973. Raphaël Beaumont-Drouin, ATM Nouvelles, Saguenay. À la suite de l'assemblée d'investiture du Parti québécois d'hier soir, ma collègue Josiane Cloutier a reçu sur le plateau la candidate Mireille Jean. On l'écoute. Bonjour, Mme Jean. Bonjour. Comment vous sentez-vous après votre élection? Je me sens très fébrile. Je me sens aussi en confiance par rapport au vote massif que j'ai eu hier lors de l'assemblée d'investiture qu'on avait au Parti québécois. Il y avait 450 personnes, puis là-dessus, il y a 66 % des personnes qui ont donné leur confiance à ma candidature. Donc, ça crée un sentiment de fierté, de confiance et, bref, genre de petite euphorie, je vous dirais. J'en doute même pas. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la politique provinciale? La politique m'interpelle depuis longtemps. Les actions politiques est quelque chose qui m'interpelle depuis longtemps. Je trouve que la politique, c'est un moyen par excellence pour améliorer notre vie collective. Alors, la politique provinciale est un niveau extraordinaire pour pouvoir réaliser ça. C'est là qu'on va décider des lois, c'est là qu'on décide de comment on veut vivre au niveau national. Donc, représenter le comté Chicoutimi au niveau provincial, c'est quelque chose qui va me donner une légitimité et une possibilité de changer les choses ou d'améliorer les choses de notre comté. Et comment vous sentez-vous de prendre la place de Stéphane Bédard? Stéphane Bédard est quelqu'un qui a fait sa place. C'est des grosses pointures à chausser. Mais en même temps, je me sens en confiance parce que Stéphane m'appuie, mais Stéphane est derrière moi. Et je mise beaucoup sur la continuité des réalisations de Stéphane Bédard comme député du Parti québécois à Québec. Il y a un gros héritage qui a été donné et je vais continuer à travailler sur cet héritage-là de manière à poursuivre ce qui a été déjà enclenché et qui est très bien aussi. M. Bédard avait emporté la dernière élection avec environ 1600 votes, ce qui est une très faible avance. Est-ce que cela vous inquiète? En fait, pas du tout.
Je pense que ce qui est arrivé aux dernières élections, c'est un petit peu une vague libérale, si on peut appeler ça comme ça. Mais depuis 2 ans, le bilan du gouvernement libéral ne peut que jouer en faveur de dire on s'est trompé. C'est pas le gouvernement que ça nous prend en 2016 par rapport à la conjoncture économique dans laquelle on est. Un gouvernement qui devait créer des emplois et qui finalement, on voit, c'est des pertes d'emplois massives. Seulement que le mois passé, on a perdu 2000 emplois. Et voilà. Donc, je pense que le bilan du gouvernement libéral va faire en sorte que les gens se sont dit non, on est mieux entre les mains ou à se faire représenter par des représentants du Parti québécois. Donc, la baisse de popularité du PQ qu'on a ressentie dans les dernières années, ce ne sera vraiment pas un obstacle pour vous, si je comprends bien? Moi, je ne le vois pas comme un obstacle. Je le vois comme un défi, oui, mais je le prends avec enthousiasme. J'ai des idées politiques et j'entends les faire porter dans ce parti-là. Et je pense que lorsqu'on va comprendre les enjeux et les capacités d'un parti politique comme le Parti québécois, la popularité n'aura pas le choix de remonter, de toute façon. Et les propositions politiques qui seront faites vont faire en sorte que la population, à mon avis, va adhérer à ces propositions-là qui seront émises par le Parti québécois. Parlez-moi un peu de ces propositions-là. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Naturellement, pendant la campagne électorale qui s'amorce, les élections sont le 11 avril prochain. Donc, pendant la campagne électorale, plusieurs enjeux seront abordés et effectivement, chacun des enjeux vont avoir une proposition de la part de la candidate. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on va pouvoir les présenter. Donc, vous pouvez nous parler davantage des enjeux présentement? Les enjeux présentement, on sait que la décroissance démographique est un enjeu, que l'économie est un enjeu important. Moi, j'arrive avec un background vraiment solide à ce niveau-là. Je suis une femme d'affaires depuis 30 ans qui maîtrise très bien les notions d'entrepreneuriat et de création d'affaires pour l'avoir vécu sur le terrain. Création d'entreprise, gestion de sa croissance, son financement, sa gestion interne, la gestion des ressources humaines, gestion des inventaires, l'exportation ou la vente, le marketing, la mise en marché des produits. Tout ça, c'est des choses que je maîtrise, non pas parce que je l'ai lu dans les livres, mais parce que je l'ai expérimenté moi-même. Et en plus, au fil des années, j'ai pu expérimenter différents paliers, pas seulement que la PME, mais aussi travailler avec des multinationales. Et je comprends bien la dynamique de ce qu'on peut faire lorsqu'on est une PME avec une multinationale et quelle est la dynamique et que recherchent ces gens dans les multinationales. Donc, ce sont des qualités qui, je pense, sont vraiment importantes et stratégiques en 2016 pour le comté Chicoutimi. Donc, je les mets en œuvre pour pouvoir relever les défis de développement économique. Et comment envisagez-vous la prochaine campagne électorale? En fait, la campagne électorale sera certainement une campagne de terrain. J'entends aller rencontrer les gens, échanger avec eux, répondre à leurs questions, mais j'entends aussi écouter qu'est-ce qu'ils auront à me dire, qu'est-ce qu'ils auront à demander. Je suis quelqu'un qui comprend vite et qui va être capable de récupérer les besoins, les inquiétudes, les ambitions, les espérances des gens pour être capable de les transférer comme projet et être capable de les défendre, de les porter et de les défendre à Québec. 3 des 4 candidats des différents partis sont des femmes. Quelle est la place des femmes, selon vous, dans le paysage politique québécois? Bien, écoutez, qu'il y ait 3 candidates femmes ici, on peut juste dire bravo. C'est une démonstration de la vitalité, de l'intérêt des femmes à s'impliquer en politique. Et vous savez, en politique, et comme dans d'autres domaines aussi, on fonctionne beaucoup par exemple. On suit les exemples. Et plus il y aura de femmes, et plus les jeunes femmes vont avoir envie de suivre des exemples qui vont les inspirer. Donc, je pense que c'est très positif qu'est-ce qu'on voit actuellement vis-à-vis de l'implication des femmes en politique. Et en terminant, il y a vraiment du progrès là-dedans, selon vous, dans la place des femmes? Bien, la place des femmes, il y a du progrès, mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Il y a encore du travail à faire pour faire de la place aux femmes et aussi pour créer un environnement politique qui corresponde au profil féminin, de manière à ce qu'on puisse aussi y trouver, nous, notre modèle, comment on se retrouve autour de ça. Donc, plus il y aura de femmes, plus ça va l'influencer. Merci beaucoup, Mme Jean. Bien, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Le maire Jean Tremblay s'oppose fermement aux activités à caractère sexuel qui se tiennent depuis plusieurs années dans le secteur de Saint-Jean-Vianney. Le premier magistrat a refusé catégoriquement la demande de la conseillère de Shipsha, Julie Dufour, qui désirait encadrer ces activités liées au nudisme. Le maire croit que la conseillère manque de jugement et soutient qu'il n'hésitera pas à envoyer la police sur les lieux si de telles activités sont signalées. À moins d'une aide financière supplémentaire, le service de police de la communauté autochtone de Mastoyatch cessera ses activités à la fin du mois. Sur un budget de 1 200 000 $, le manque à gagner est de 300 000 $ par année. La fermeture définitive du service de police entraînera la mise à pied de 11 policiers. Il ne s'agit pas d'un cas inédit car plusieurs autres communautés autochtones déplorent ce qu'elles qualifient de sous-financement gouvernemental.
Le chef de l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, demande au gouvernement de Justin Trudeau d'inclure le financement des corps policiers autochtones dans son premier budget, qui sera déposé mardi prochain. D'autres mauvaises journées sont à prévoir pour l'entreprise Rio Tinto Aluminium. C'est ce qu'a affirmé le chef des opérations métal primaire, Étienne Jacques, lors d'un dîner-conférence organisé par la Chambre de commerce de Saguenay. Même si les journées s'annoncent plus noires que roses pour l'industrie de l'aluminium, Étienne Jacques assure que la réorganisation au sein de l'entreprise sera bénéfique à moyen et long terme. Gabriel Bouchard. 125 personnes se sont déplacées pour entendre le chef des opérations de Rio Tinto, division aluminium, afin de livrer un message aux nombreux entrepreneurs présents. Même si les dernières années ont eu l'air très dures pour l'industrie de l'aluminium, Étienne Jacques affirme que la stratégie employée par Rio Tinto lui a permis de tirer son épingle du jeu. On était capable de se démarquer par rapport aux autres, puis on est en tête du peloton. Mais la situation continue d'être préoccupante. Les impacts de la Chine, des Russes et du Moyen-Orient continuent de se faire sentir. Notre stratégie porte fruit. Questionné sur le projet de l'usine Vaudreuil ainsi que le dépôt de bauxite, Étienne Jacques assure que l'entreprise a su faire ses preuves en matière de sécurité dans le domaine et rassure la population que le projet est loin d'être dangereux. Les gens soient inquiets, c'est normal, mais on opère depuis près de 90 ans avec le site actuel. On a su démontrer, puis on a même été cité en exemple par rapport à d'autres pays dans le monde où les sites de disposition de résidus ont connu des événements très majeurs, ce qui n'a jamais été notre cas. Plusieurs entrepreneurs ont pris le temps de parler avec le haut gradé de Rio Tinto Aluminium. Il a d'ailleurs réaffirmé que Rio Tinto est prêt à s'impliquer dans les différents projets qui pourraient voir le jour dans la région. On voit que le pipeline de projets, puis je ne parle pas de celui de Rio Tinto, je parle de tout ce qu'il y a dans la région, si on veut mettre quelque chose en branle, nous, on a quelque chose sur la table, on l'a déjà dit au mois de juin dernier au sommet économique. D'autres mauvaises journées sont à prévoir pour Rio Tinto. Cependant, Étienne Jacques est d'avis que si on adopte une bonne attitude pour les prochaines années à venir, l'entreprise pourrait rester dans la tête de peloton de l'industrie d'aluminerie internationale. Gabriel Bouchard, ATM Nouvelles, Saguenay. Le plus récent accord de libre-échange dans l'industrie du bois d'œuvre au Québec et au Canada, négocié en 2006 par le gouvernement Harper, a détruit l'industrie forestière au Québec et en Ontario. C'est entre autres ce qu'a expliqué le professeur de l'Université Laval, Carl Grenier, en conférence ce midi devant les membres de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'approche du renouvellement de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, le professeur a expliqué en détail ce qui a mené à la crise forestière de 2009. Jean-Frédéric Fortin, le Canada doit-il faire attention de ne pas répéter les mêmes erreurs? Eh bien, comme l'a démontré M. Grenier dans sa conférence ce midi, les exportateurs canadiens du bois subissent des attaques répétées de la part des Américains, et ça depuis 1980, dans les différents accords qui ont été signés. Il a notamment expliqué que le plus récent accord, accordé en 2006 par l'ancien gouvernement de M. Harper, a détruit l'industrie forestière, particulièrement au Québec et en Ontario, avec la perte de plus d'une dizaine de milliers d'emplois. Donc, il faut continuer soit sur la même voie, comme semble indiquer le nouveau gouvernement de M. Trudeau, ou encore faut-il prendre conscience des erreurs du passé pour ne pas les répéter et ainsi sauver la crise, puis ne pas sombrer dans une autre crise. Donc, selon M. Carrier, pour éviter de prolonger la crise, c'est la population et les entreprises à faire pression sur le gouvernement. On l'écoute. Ce qui compte, à mon sens, c'est la société civile catholique, c'est-à-dire vous tous, ceux des régions, ceux qui sont directement impactés par ce type de conflit-là, par ce type d'accord-là. Si vous vous organisez, si vous parlez, ben là, le gouvernement fédéral va se rendre compte que oui, c'est vrai, la Colombie-Britannique a beaucoup de poids, mais le Québec et l'Ontario ont beaucoup de fauteuils. Pour sa part, la députée du parti du NPD, Karine Trudel, qui assistait à la conférence, est très consciente des enjeux qui entourent l'industrie forestière. Pour elle, l'industrie du bois d'œuvre, c'est comme une priorité, puis il est important d'en discuter pour en venir à des solutions pour le futur. Elle souhaite que les travailleurs d'ici puissent continuer à faire leur travail, en plus de préserver leur emploi. Elle s'engage donc à défendre leurs intérêts. On peut l'écouter. Mais là, présentement, pour moi, mon prochain travail, ça va être de continuer à questionner le gouvernement aussi sur l'enjeu. On sait qu'ils ont 100 jours pour remettre le rapport à la ministre Freeman pour s'occuper du dossier du bois d'œuvre. Pour en tenir compte, le Québec, c'est important. On a une belle politique d'établi, mais c'est nos travailleurs d'ici aussi qui vont en développer. On peut donc dire, Jean-Frédéric, qu'il y a encore de l'espoir.
évidemment, là, même si c'est difficile de passer à côté d'une crise aussi grande, faut savoir qu'au niveau du marché, là, la problématique est aussi présente. Donc, on suivra le dossier, là, on va suivre le dossier de près au cours des prochains mois pour savoir qu'est-ce qu'il en sera avec le prochain accord qui devrait être signé. La 21e édition du Festival Jazz et Blues de Saguenay se tiendra du 11 au 16 avril prochain. L'événement rassemblera plusieurs artistes de renom, notamment Johnny Clegg et John Pizzarelli. Le reportage de Sarah Penneau. Ambassadeur du Festival Jazz et Blues de Saguenay depuis 4 ans, Stanley Péan est grandement satisfait de la programmation. L'animateur de l'émission Quand le jazz est là croit que cette 21e édition serait l'occasion pour ceux qui ne sont pas amateurs de ce genre de musique de s'initier. Il faut faire l'expérience. Hein. Il faut pas avoir peur d'une musique qu'on ne connaît pas. Et le jazz a cette réputation de musique hermétique, de musique intellectuelle. Puis encore là, il faut en faire l'expérience pour voir que c'est peut-être une réputation qui est un peu faussée. Stanley Péan estime que le festival est également une bonne façon de faire connaître les artistes d'ici. C'est ce que j'aime, moi, l'équilibre entre les grandes stars internationales puis le talent d'ici qui se rencontrent et qui rencontrent le public aussi. L'an dernier, tout près de 27 000 personnes ont assisté aux divers spectacles. Le responsable de la programmation et des communications, Jacques Dubé, espère que la popularité de l'événement continuera de progresser. On pense que le nombre sera aussi satisfaisant cette année. Il n'y a pas de raison de croire que l'assistance sera en décroissance. 47 % de la programmation 2016 sera gratuite. Des tarifs seront également offerts aux 30 ans et moins afin de rendre les spectacles plus accessibles. On voulait vraiment faire une démarche concrète pour attirer une jeune clientèle qui a peut-être moins les moyens. Donc, on voulait ouvrir nos salles et leur proposer un tarif avantageux. Les clichés de Nicolas Lévesque, le photographe de la précédente édition, seront exposés lors du Festival de jazz de Montréal afin de promouvoir l'édition de Saguenay. Les organisateurs espèrent que la 21e édition sera aussi fructueuse que celle de l'an dernier. Sarah Penneau, ATM Nouvelles, Saguenay. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a confirmé la tenue d'une enquête du coroner pour faire la lumière sur une collision mortelle survenue entre deux motoneiges à 2 km de l'étape. Le 2 mars dernier, une collision entre deux motoneigistes dans la réserve faunique des Laurentides entraînait la mort du touriste américain Glenn Dumont, âgé de 69 ans. Le député de la coalition Avenir Québec, François Paradis, se dit scandalisé que les ambulanciers n'aient pas pu agir en raison d'un manque d'équipement. Les ambulanciers n'avaient pas pu se rendre sur place car les motoneigistes se situaient dans un sentier éloigné. Dans le monde judiciaire maintenant, Anne-André Dano, un cas de menace possible entre bénéficiaires dans un centre de personnes âgées est répertorié dans la région. Oui, en fait, on entend souvent parler généralement des personnes âgées qui sont abusées, en fait, ou des histoires d'horreur dans les centres de personnes âgées. Eh bien là, c'est plutôt une histoire plutôt de protection où des employés essaient de protéger une bénéficiaire qui aurait reçu des menaces. On a donc fait une demande ce matin. On voit justement là, le demandeur sur les images. On a fait une demande de 810, donc de ne pas entrer en contact avec une présumée victime et de garder la paix pendant 12 mois contre Richard Martin, qui est un locataire de la Villa des Sables, qui a 72 ans, demande déposée par le neveu d'une bénéficiaire de cet endroit. C'est sous les conseils des policiers qui se rendaient régulièrement à la Villa des Sables qu'ils ont déposé cette demande de 810. C'est donc une tante qui est inapte, qui a 75 ans, qui est atteinte d'Alzheimer et qui a déjà fait 2 ACV. Donc, on craint pour sa sécurité dans ce centre de personnes âgées-là. Et il y a des témoins, donc des employés, qui ont tenu à dire que l'homme était violent, qu'il consommait énormément d'alcool et c'est pour cette raison-là qu'il n'était pas présent au palais de justice de Chicoutimi ce matin. Il était donc hospitalisé pour ses problèmes d'alcool selon certains employés. On a donc rencontré Maître Quentin qui, lui, a analysé les preuves et qui juge cette demande très crédible. Il faut qu'il y ait des craintes à l'endroit de la personne qui le demande. Pas nécessairement qu'il y ait eu des actes criminels de commis, mais qu'il y ait une crainte anticipée et une crainte présumée également, là où il y a eu des paroles de prononcées ou des gestes de commis à l'endroit du demandeur. On ne peut pas dire que c'est anecdotique, mais on peut dire que ça arrive, mais pas très souvent. Mais on le voit occasionnellement. Là, ça fait quelques fois que je vois ça. Donc, en terminant, je vous rappelle que cette procédure de 810, c'est une demande urgente. Donc, dès le début de la semaine prochaine, on aura la réponse du juge Boudreau à savoir si, oui ou non, on procédera. Merci beaucoup, Anne-André. Je vous en prie. Au sport maintenant, le défenseur de Saguenay de Chicoutimi, Frédéric Allard, a été nommé la 3e étoile de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.
Alors a conclu la semaine avec 6 mentions d'aide en 3 rencontres, en plus de cumuler un excellent différentiel de +5. Le défenseur originaire de Québec a d'ailleurs connu son meilleur match offensif en carrière lorsqu'il a récolté 4 passes dans la victoire de 4-2 des Siens face au Rempart de Québec le 10 mars dernier. Demain s'amorcera la 20e édition du Festival international de court-métrage Regard à Saguenay. Cette année, c'est la comédienne Anne-Élisabeth Bossé qui agira à titre de porte-parole de l'événement, un défi qu'elle souhaite relever depuis de nombreuses années déjà. Ma collègue Ève Beauregard a eu la chance de s'entretenir avec elle plus tôt cet après-midi. Anne-Élisabeth Bossé, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Premièrement, en quoi consiste votre rôle en tant que porte-parole de la 20e édition du Festival Regard? Je te dirais que moi, c'est surtout ma présence qui est là. Je ne donne pas évidemment de conférences, je ne fais pas de classe de maître, mais je vais assister à tout ça, je réponds aux questions des gens, je vais dans les événements, je fais des entrevues, je parle du festival. Je ne suis que diffusion et charisme. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes une porte-parole dans un événement comme celui-là? J'ai déjà été porte-parole il y a 2-3 ans pour un festival de jeux de société. Dans le temps, je jouais beaucoup à des jeux de société, puis il m'avait demandé ça, puis il me l'avait demandé l'année d'après, puis finalement, bon, j'avais plus le temps, puis j'en jouais moins, puis je me sentais moins appelée là, par ce genre d'affaires-là. Mais un truc de cinéma, c'était la première fois. Puis vous avez déjà confié que c'était comme un rêve de petite fille d'être comme la porte-parole de Regard. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien là, ça, c'était un peu de l'ironie quand j'ai dit mon mot de porte-parole, rêve de petite fille, la grande demande. Mais c'est-à-dire que, parce que quand j'étais enfant, évidemment, j'étais moins consciente du festival, en fait, même qu'il n'existait pas. C'est ça que je me disais aussi. Mais les premières fois que je suis venue, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'avais beaucoup d'admiration pour les porte-paroles. Je trouvais que c'était un événement profondément cool, là, tu sais, puis je me disais, j'aimerais ça un jour être une figure de quelque chose pour qu'on puisse me demander ça. Rêve de petite fille, là, c'était une petite formule un peu à la blague, mais sincèrement, j'étais super fière de faire ça. Je ne sais pas si c'était une blague aussi, mais vous avez déjà comparé votre relation avec Regard comme étant un heureux mariage. D'où est né votre amour pour le festival? Bien, comme je te dis, quand je suis venue comme simple spectatrice, j'ai trouvé l'ambiance tellement le fun, tellement conviviale. Les rencontres se font naturellement. Tout ça se fait sans snobisme, sans... comment dire, c'est ça, c'est très, très convivial, puis j'avais comme une la piqûre, mais c'est ça, l'heureux mariage, en fait, je disais comme si que le festival avait fait la grande demande, en plus que c'était les 20 ans, je me sentais d'autant plus privilégiée. Puis comment ça s'est passé, justement, cette demande-là? Comment ils vous ont approché? Mon Dieu, bien c'est assez simple, en fait, là, un courriel, ils ont un peu tenté le terrain à savoir mon intérêt, puis en fait, on me l'avait même déjà demandé... avant, puis j'avais pas pu. Puis cette année, j'avais refusé parce que j'étais supposée faire une tournée, en tout cas. Puis finalement, le show est tombé à l'eau. Puis j'ai rappelé tout de suite en disant « Hey, avez-vous trouvé un autre porte-parole? Ma plage vient de se libérer. » Puis finalement... Puis là, vous êtes la tête d'affiche de l'événement, mais vous êtes aussi le premier rôle d'un court-métrage qui s'appelle Grimace, réalisé par Voyelle Fine. Comment vous arrivez à gérer les deux fonctions? Ah, ben écoute, le film, on a tourné ça il y a quelques mois, il y a 1 an déjà. Je l'ai vu seulement une fois pour faire de la post-synchro. Alors que mais tout ça est fait. J'ai juste hâte de voir le résultat. J'espère que les gens vont aimer ça, mais je me sens pas comme en conflit d'intérêt parce que moi, je suis pas sur le jury. Tu sais, je suis juste là pour apprécier l'événement. Donc, de me retrouver dans un film, c'est pas un partage difficile à faire. Puis là, si on parle plus du festival, à quoi on peut s'attendre cette année? Ben écoute, on m'a dit que la soirée d'ouverture était très, très forte. Là, les programmes en compétition, je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans les films cette année. J'en ai pas vu beaucoup. J'ai super hâte de voir ça. Sinon, ben, comme d'habitude, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges aussi. C'est la belle qualité de ce festival-là. Mm-hmm. Puis on vous a découvert dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Comment avez-vous évolué depuis ce film-là? Ah, c'est une belle question. Ben, je pense que l'expérience, veut pas, ça... J'ai pris de la maturité dans mon métier, c'est sûr. J'ai peut-être gagné en confiance. J'ose plus aller m'affirmer dans mes propositions, peut-être. Je suis tellement chanceuse. J'ai la chance de faire et du cinéma, et de la télé, et du théâtre. Donc, dans tout ça, j'essaie d'aller plus loin, d'explorer encore plus, je te dirais. Puis justement, hier, c'était le dernier épisode de la série Les Pays d'en haut. Oui. Puis vous interprétez Caroline Malter. Est-ce que ça a été un défi pour vous? Bien oui, parce que c'est un personnage haut en couleur, qui n'a pas la langue dans sa poche. Puis il y a quelque chose de très clown dans ce personnage-là, mais je voulais que ça soit en même temps investi, chargé, sincère. Il arrive quand même des malheurs, est exproprié. T'as pas le goût de prendre ça à la légère, mais de l'autre côté, elle est tellement sanguine et transparente. Il y a quelque chose qui
est ridicule malgré elle. Donc, j'essaie de... C'est le défi de rendre ça crédible, mais en même temps d'assumer le côté loufoque de l'affaire. Puis justement, on parle d'un côté loufoque. Vous avez joué Charlène dans Série Noire. Quelle comparaison on peut faire justement entre les deux personnages? Il n'y en a pas. Je pense que... Mais veux pas, juste la langue des Pays d'en haut est tellement loin de ce que les dialogues de Série Noire peuvent être. Non, j'ai abordé ça complètement d'une autre manière. Charlène, c'est tout en retenue, tout en secret, c'est en mystère, alors que Caroline, c'est... Tout est dit, tout est là. Non, je pense que même, c'est presque des antagonistes pour moi, tu sais. Ça a-tu été difficile de jouer justement deux personnages qui sont à l'opposé? En fait, non. Je pense que c'est la chance que j'ai qu'on me caste dans des rôles aussi différents, parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont des facettes multitoutes dans leur jeu, qui n'ont pas la chance d'explorer ça. Puis moi, je trouve que c'est pas difficile, c'est juste une autre énergie. On l'a en nous quand on travaille pour être acteur. On travaille toutes sortes de rôles à l'école qu'on, des fois, se rendront jamais à l'écran. Les gens ne sauront pas l'étendue de notre talent parce qu'on nous demande toujours de faire la même affaire. Fait que moi, j'ai la chance de... J'ai fait une avocate, j'ai fait une prostituée, j'ai fait une fille qui travaille sur une ferme à Sainte-Adèle. Je veux dire, c'est pas difficile, c'est plaisant. Justement, en terminant, en tant que comédienne, vous êtes au théâtre, vous êtes dans les films, dans les séries. Dans quoi on peut vous voir prochainement? Je commence une pièce de théâtre qui s'appelle Unité Modèle. C'est un duo que je fais avec Patrice Robitaille. Au théâtre d'aujourd'hui, à compter du 12 avril. J'ai une nouvelle série qui va commencer, mais j'ai pas le droit d'en parler encore. Et on va commencer la saison 2 des Pays d'en haut. Bon, bien, on vous souhaite bonne chance. Merci Anne-Elisabeth Bossé d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et pour finir à la météo, Jasmin Leroux, un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur à Saguenay. Oui, tout à fait, Alex. Un avertissement de pluie verglaçante qui est en vigueur sur le territoire de Saguenay actuellement et qui devrait se transformer en pluie au courant de la soirée avec une température de +2. Demain, à nouveau de la pluie est au programme, devrait se changer en bruine au courant de la journée et du brouillard sera à prévoir. Malgré tout, une température plutôt chaude de +2 devrait sévir sur le territoire du Saguenay. Ce sera à surveiller. Mercredi, on prévoit un ciel dégagé et des vents qui devraient souffler à plus de 30 km/h pour la journée de mercredi. Température un peu plus froide, sous la barre des zéros avec un -4. Et jeudi, finalement, nuageux avec possibilité d'averses, des possibilités qui frôlent les 60% actuellement et un maximum de +2. Du côté du lac Saint-Jean, ce soir, de la pluie mêlée avec de la neige et une température de +2. Demain, dégagé en matinée avec une possibilité de pluie et un maximum de +1. Les avertissements de brouillard et de vent sont également à prévoir pour les journées de demain et de jeudi sur le territoire du lac Saint-Jean. Au revoir, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres.